Nanatsu no Taizai, alors le chapitre est sorti comme Fairy Tail ce week-end, mais j'ai pas eu le temps de le faire, j'avais d'autres trucs à faire plus importants, donc voilà. Bon, du coup, dans ce chapitre on a la continuité donc du combat avec Frodin, Dreyfus et Hendrickson. La semaine passée, donc Dreyfus avait fait son petit comeback avec sa technique qui avait transpercé, non pas tué, mais bien transpercé Frodin. Donc là on a surtout les retrouvailles entre Dreyfus et Hendrickson dans les larmes, les deux potes, les deux bros qui se retrouvent, et c'est assez touchant de les voir parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir deux mecs comme eux qui sont bien manly comme ça, qui sont bien plus âgés. Souvent on a les deux frères, les deux genoux, mais on n'a pas souvent l'occasion de voir deux mecs comme eux qui sont des adultes vraiment mais qui sont pas jeunes en fait. C'est pour vous dire qu'en gros souvent dans les shonen t'as souvent l'image donc voilà des deux potes, meilleurs potes frères qui sont souvent jeunes, qui sont des gamins, voilà, tu ressens plus une sorte de camaraderie, alors que là tu vois on a vraiment une amitié je trouve entre Hendrickson et Dreyfus, sans tomber évidemment dans le Hendrickson x Dreyfus gay couple, tu vois, bien entendu que non, mais là c'est assez touchant de les voir, surtout que ces deux personnages qui franchement sont tombés dans les ténèbres entre guillemets, possédés par Frodin, l'un pour protéger l'autre. Je trouvais ça assez dommage quand on regarde justement le flashback lorsqu'ils sont allés dans les ruines de Danafor. Et là je suis content de justement les voir tous les deux de nouveau réunis après tout le bordel qu'il y a eu dans la première partie. Et je suis d'autant plus satisfait justement qu'ils se retrouvent face au démon qui les a fait souffrir. Donc du coup on retrouve également Griamore qui est toujours en mode gamin, qu'on n'a toujours aucune explication par rapport à ça. D'ailleurs même Dreyfus dit comment ça se fait que t'es aussi jeune, et Hendrickson dit oh il y a plein de trucs qui sont passés depuis qu'on est passé dans le village des druides d'Ishtar là, voilà. Donc je sais pas pourquoi. Est-ce que ce serait une manière de l'auteur de vouloir en gros rendre cette scène et s'est retrouvé plus touchante en faisant en sorte que Griamore soit plus jeune, parce qu'évidemment le père qui revoit son fils déjà adulte, je pense que c'est moins touchant et moins mignon que de voir justement le père qui retrouve son fils mais en tout petit, en enfant, tu vois, genre ce petit enfant innocent qui retrouve son papa. Voilà, donc j'imagine que c'est peut-être aussi pour ça, peut-être parce que l'auteur s'est rendu compte que Griamore il était pas si utile que ça, ce que je trouvais débile un peu, vu que le mec il avait quand même joué, il avait eu sa part il avait eu son utilité lors du combat contre Hendrickson qui s'était injecté le sang du démon gris, puisque c'est lui qui l'avait isolé dans une sphère, l'empêchant de fuir face à l'attaque de Meliodas le Revenge Counter. Néanmoins, donc, on a la retrouvaille entre les deux. Ensuite, ils ont une petite discussion donc, avec Zaratras qui est sur le point donc, de disparaître, vu qu'il a accompli ce qu'il voulait faire. Il a sauvé Hendrickson, il a sauvé Dreyfus. D'ailleurs, quand j'y repense, c'est difficile de croire en fait que Dreyfus est vraiment le frère en fait de Zaratras. Et moi, j'avais pensé au début qu'il disait genre brother, mon frère, dans le sens, tu vois, un frère d'armes. Tu vois, ils sont pas liés par le sang, mais c'est juste des camarades de combat, un peu comme avec Hendrickson, et encore avec Zaratras, c'est plus fort. Mais si j'ai bien compris, ils sont vraiment frères. Ils sont vraiment frères. Donc voilà, parce que je voyais aucune ressemblance personnellement entre les deux, ce qui fait en quelque sorte Dreyfus, ça fait en sorte que Dreyfus est en quelque sorte donc l'oncle de Gil Hunter. Maintenant, est-ce que ce sont des frères de sang ou des frères genre par alliance? Je sais pas, Zaratras marié une femme qui est en fait le frère ou le frère, voilà, donc ouais, Zaratras marié une femme qui est la sœur, pardon, voilà, de Dreyfus, un truc comme ça. Bon, je sais pas, et au final c'est pas tellement important. Néanmoins, donc Zaratras demande à tous les deux donc de dire à Gil Hunter donc qu'il veillera sur lui même quand il sera plus là, voilà. Donc le petit message qu'il a eu, qu'il voulait transmettre. Je trouve d'ailleurs dommage justement que Zaratras n'ait pas eu l'occasion de le faire lui-même. Zaratras donc trouve sa fin ici. C'est un personnage plutôt sympathique, assez drôle au début. J'aurais aimé en voir un peu plus sur lui, mais il est possible qu'on en voit justement plus dans les futurs flashbacks qu'on aura, ou dans les autres Gaiden, les autres flashbacks concernant les Taizai qu'on aura dans le futur, peut-être sur Gosser, sur Merlin, sur Escanor peut-être, et ainsi de suite. Donc ça on verra encore, il y a beaucoup de choses certainement encore à montrer. Voilà. Mais évidemment les choses auraient pu se terminer là, et bah non pas du tout, puisque Frodin est encore en vie, qui a survécu. Il dit bien donc qu'il a été transpercé par l'attaque de Dreyfus sans avoir été tué évidemment. Et il se révèle donc sous une forme géante qui donc correspond à sa véritable magie, qui est la magie full size. Son pouvoir magique donc qui lui permet d'augmenter sa taille, aussi simplement que ça. Alors est-ce que ça a changé quoi que ce soit d'autre chez lui, au niveau de son apparence? Non, c'est juste sa taille. Donc voilà, c'est une magie aussi simple que celle de Galan, donc qui passait presque au mode berserk, donc sa puissance physique est juste plus dingue qu'avant. Bref, donc au niveau de sa puissance, je sais pas s'il a vraiment augmenté, puisque juste après ils sont rejoints donc par Merlin qui arrive à sauver vite fait, qui avait sauvé donc les autres chevaliers sacrés, notamment Hendrickson, donc qui arrive avec son cube qui les protège donc des attaques, et fait une remarque concernant donc Frodin, mais aussi par rapport à Meliodas donc qui est venu s'incruster par rapport donc à leur puissance, puisque Frodin, bon c'est déjà dit dans le fanbook, le databook, il a une puissance de 31 000, quelque chose comme ça. Meliodas, lui, techniquement, avait une puissance de 32 000 et quelques. Hein. Et là, bon, il dit qu'apparemment, cette partie-là avait genre une puissance de 30 000 ou quoi que ce soit, celle qui est là. Puisque justement, le Meliodas qui combat justement Frodin et qui permet de faire
qui offre un petit combat rapide et tout, mais qui en tout cas laisse Aphrodine la possibilité de se dire qu'il a peut-être une chance de gagner, ou que voilà, ce sera plus comme avant, on va terminer notre combat qui s'est déroulé il y a tel nombre d'années, qui visiblement n'a jamais vraiment eu de vainqueur, même si on se doute bien que c'est Meliodas techniquement qui a gagné, vu que Danafor a explosé, et qu'au final Aphrodine s'est retrouvé quasiment tué, enfin à moitié mort comme ça au fond du gouffre de Danafor. Donc techniquement Meliodas a gagné. Mais le Meliodas qu'on voit là n'est autre qu'un double créé donc par le pouvoir du trésor sacré de Meliodas, Lost Vein. Donc je rappelle, c'est un pouvoir qui lui permet donc de créer des doubles de lui-même. Jusqu'à un maximum de 5 je crois, mais à chaque double en fait la puissance est divisée, donc tu crées 2 doubles, ta puissance est divisée en 2, tu crées 3 doubles en 3 et ainsi de suite. L'intérêt pour Meliodas c'est que justement il peut réutiliser son full counter au nombre de fois qu'il a créé de clones, donc s'il a créé 3 clones, il peut retourner 3 fois le full counter à puissance triple de magie, tu vois. Au niveau de force physique c'est pas utile, mais dans le cas de Meliodas qui justement a une puissance ultra grande, se diviser en clones au final c'est plus si problématique que ça. Pour le coup Meliodas donc au final avec sa véritable toute puissance a une force de 60 000, or sans utiliser la puissance de démon, à une puissance de 60 000. 60 000, c'est plus ou moins la puissance de Zeldris et de Starossa. Donc du coup, on peut avoir un combat maintenant à plus ou moins égalité, surtout que c'est la puissance de Starossa et de Zeldris, sans que ceux-ci utilisent vraiment leur full power de démon. Et encore, je sais pas trop si au final, ils ont vraiment sorti ou pas leur puissance de démon, ça change quelque chose. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, Meliodas, par exemple, il est en mode normal, puis quand il passe en mode démon, il y a sa marque qui apparaît et il est plus fort. Mais pour les 10 commandements, ils ont toujours leur marque, ils sont toujours en mode démon. Donc, est-ce que là, techniquement, ils pourraient devenir plus forts en ressortant encore plus leur pouvoir de démon ou pas? C'est la question que je me posais. Logiquement, oui, j'imagine, mais bon. Donc, Meliodas donc dit un petit discours comme quoi, voilà, Aphrodite, il adore détruire l'espoir des gens, voilà, en se délectant du désespoir, blablabla, bref, du blabla, voilà, de méchants soi-disant. Ce qui est intéressant, c'est que justement, ce soit bien Meliodas qui dit ça, puisqu'à la fin du chapitre, donc, il conclut cela avec son regard, un regard assez méchant, assez maléfique, avec sa marque donc qui ressort, le même genre de regard qu'il avait sorti lorsqu'il a utilisé donc sa magie enfin son full counter face à Derrieri et à Moonspit. Donc il avait lâché ce petit regard aussi bien maléfique. Ce regard donc qu'il a depuis qu'il est revenu des limbes, enfin du purgatoire, où il combattait le roi des démons. La conclusion que j'en avais tirée moi, c'était que à chaque fois que Meliodas meurt, en fait, le roi des démons devient de plus en plus fort, et cela affecte justement Meliodas lui-même. Et j'imagine qu'à un moment donné, il est possible que Meliodas meure encore une fois, et qu'à ce moment-là, le roi des démons sorte ou soit libéré, et que Meliodas soit totalement possédé, ou quelque chose comme ça. Ça, je ne sais pas. Mais la marque en elle-même donc a changé par rapport à avant. Ce n'est pas exactement la même. Mais est-ce que Meliodas lui-même est vraiment méchant de ce côté-là? Je pense qu'il y a surtout une question d'influence, sans pourtant gros changement. Je veux dire, quand il a buté Derrieri et Moonspit, pas définitivement, j'espère, il n'a pas non plus, il s'est pas mis à attaquer Elisabeth, tu vois. Et c'est pareil ici, il utilise ce pouvoir, mais c'est pas pour autant qu'il va commencer à attaquer ses alliés. Donc je pense qu'il y a une influence au niveau du caractère où le Meliodas devient donc plus maléfique, entre guillemets, plus méchant, voilà. Mais ça n'a pas vraiment grosse incidence pour l'instant. Je pense que peut-être que l'auteur, à partir de ça d'ailleurs, a voulu rajouter ces petites facettes de changement de personnalité face à Meliodas, puisque juste ici, peut-être le petit côté stoïque, inexpressif quand Meliodas utilisait ses pouvoirs de démon était assez relou, même si parfois il était en phase, il est en mode berserk, genre il se contrôle plus, d'autres il est dans un mode où il se contrôle mais il a ses pouvoirs. Peut-être que l'auteur voulait justement rajouter un petit côté un peu charismatique entre guillemets à Meliodas par ce petit regard maléfique qui au final est assez cool hein, quand même j'avoue. Mais peut-être que l'auteur voulait justement pallier cette petite faiblesse au niveau du caractère de Meliodas, qu'il faut dire, c'est vrai. Je trouvais, il manquait un truc à ce personnage pour le rendre vraiment attachant, pour le rendre vraiment cool, même si je trouvais déjà de base cool. C'était quelque chose par rapport à, comment dire, chaque personnage de shonen en général peut alterner pardon, entre des phases où il est drôle, des phases où il est touchant, des phases où il est cool, et des phases où il est en général sérieux, énervé, tu vois. Mais Yoda c'est jamais le cas, il est jamais vraiment énervé, il est jamais vraiment super sérieux. Ah, si, il l'est quand même, tu vois, mais pas genre énervé, full sérieux, genre maintenant c'est bon, il rigole plus, tu vois. Ça arrivait quelques fois, genre notamment la mort de Hawk, mais au final il est jamais vraiment allé au bout de cela personnellement. Il a toujours resté calmement. Il est resté calme au final, notamment lorsque, vous voyez, dans le combat, lors du tournoi de Baizel avec Dolor et Gloxinia, justement Dolor disait bien que voilà, il n'arrivait pas à voir et savoir à quoi pensait Meliodas, puis il a toujours son regard stoïque, son poker face là. Et peut-être justement donner une nouvelle facette à la personnalité de Meliodas, donc de ce côté un peu maléfique, voilà, qui lâche des répliques de méchants là, c'était peut-être pour pallier à ce truc là. Voilà, moi c'est que mon avis personnellement. Donc le chapitre se conclut là-dessus et le nom du chapitre suivant de la semaine prochaine qu'on aura s'appelle donc la fin du combat de la défense du royaume de Lyonnaise, voilà. Donc ça sous-entend que la bataille actuelle va se terminer.
Mais vous me direz, bah attends quoi, c'est tout et quoi, les commandements ils ont tous été vaincus ou quoi? Bah quand on y repense, en fait, tous ceux qu'on a vus jusqu'ici, ils ont tous trouvé leur fin. Le dernier qui reste, c'est Frodin. Greyroad, il a été vaincu, Frodin là il va se rebattre. Estarossa et Zeldris, ils ont été mis, voilà, ils sont portés disparus après la phase avec Escanor. Monspeed et Derrieri, pareil. Il y a Gloxinia et Dolor qui n'étaient pas là voilà, qui n'étaient pas là, on les a pas vus. Pareil pour King et Ban. Donc ces personnages-là, les commandements qu'on a vus là, les Taizai qui sont là, ils ont tous eu leur importance, leur rôle à jouer. Donc effectivement, le dernier qui reste, c'est Frodin. Maintenant, comme je l'ai dit, Derrieri et Monspeed sont en vie. Zeldris et Starossa sont en vie. Il restera donc après cela Gloxinia et Dolor. Ça fait 6 commandements encore à éliminer pour une prochaine phase de combat, pour une prochaine bataille où j'imagine Ban, King et Gossor auront leur importance, beaucoup plus qu'avant en tout cas. Donc c'est qu'une partie de la bataille. J'imagine que le prochain grosse bataille contre les commandements sera la dernière partie qui conclura celle-ci avant de commencer peut-être les DS. Voilà, bon les gens, on se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Nanatsu no Taizai. Donnez-moi votre avis sur ce chapitre-ci et passez une bonne semaine. Voilà.